Nous allons nous intéresser dans cette vidéo au titre et à la structure des contemplations. Alors tout d'abord, pourquoi ce titre? C'est un mot d'origine religieuse. Et effectivement, si on observe l'étymologie du terme, eh bien on va retrouver cette idée de religieuse puisqu'il s'agissait d'une action liée à la lecture des signes envoyés par les dieux dans l'Antiquité latine. Alors tout de suite on comprend de quoi il s'agit. Pour Victor Hugo, les contemplations renvoient à cette idée que le poète est là pour comprendre les liens entre les choses, pour découvrir des vérités derrière les apparences. Autrement dit, le but de la poésie, et c'est ce qu'il va montrer dans l'ensemble de ce recueil, c'est de déchiffrer le monde. Le poète est au service des autres hommes, il est un guide, un observateur, un penseur, parce que justement il a cette capacité à exprimer ce que les autres n'arrivent pas à dire. D'où l'utilisation du mot contempler. Le poète est donc un témoin qui observe les joies et les souffrances des hommes. Et bien entendu, ce thème du regard qu'on va retrouver très souvent dans les différents poèmes, le regard dissipe les apparences, mais le regard est également pour déchiffrer l'intérieur de soi. Donc il s'agit d'un déchiffrement qui est également un déchiffrement de l'âme. On regarde à l'extérieur, mais on regarde aussi à l'intérieur de soi-même. Et le poète est celui qui observe le monde, mais qui s'observe également lui-même. Il s'agit de se comprendre, de dire ses émotions autant que de décrire le monde. Enfin, le mot contemplation renvoie à une pensée, à une réflexion sur le monde qui souvent va être associé à un autre mot qu'on retrouvera donc très souvent dans le recueil, c'est le mot de pensif. Alors cet adjectif, il est également très présent dans Les Misérables. Il est très important parce que chez Hugo, être pensif, cela veut dire que la réflexion est en train de se faire, qu'elle n'est pas terminée et que on regarde le monde, on réfléchit au monde, on est perdu dans ses pensées, on est dans une sorte de méditation et on sait à quel point le terme de méditation est un terme qui est vraiment propre au romantisme. Donc les contemplations renvoient à cette idée de déchiffrer, d'observer et de réfléchir le monde. Alors, comment est structuré le recueil Les Contemplations? Eh bien, il y a deux parties bien distinctes, avec deux titres et deux dates qui sont précises. Donc la première partie autrefois, 1830-1843, la deuxième partie aujourd'hui, 1843-1856. Alors on voit que la première partie évoque par son titre un temps ancien positif, puisque le mot autrefois c'est souvent le mot qui est utilisé dans les contes de fées, mais c'est un temps positif qui est révolu, qui est très lointain. Et d'un autre côté, la deuxième partie renvoie au moment de l'écriture même, puisque 1856 est la date de publication du recueil. Alors bien entendu, la date qui est importante ici, c'est la date de 1843, celle qui est répétée. Et nous savons, nous, lecteurs, tout comme les lecteurs du temps de Victor Hugo, nous savons à quoi correspond cette date. Il s'agit de la mort de Léopoldine. Et donc on voit bien qu'entre les deux parties, il y a cet événement clé qu'il présente dans la préface comme un sanglot, un deuil, un abîme. Et pour confirmer que les contemplations sont bien écrites en hommage à Léopoldine et centrées sur sa disparition, le premier poème, à ma fille, et le dernier poème de l'œuvre, à celle qui est restée en France, sont dédiés à Léopoldine. Alors si on prend en détail les deux grandes parties, on voit que autrefois et aujourd'hui sont équilibrés au niveau du nombre de poèmes, puisque à l'intérieur donc de chaque partie, on va retrouver 3 livres. Pour autrefois, donc les 3 livres comportent à chaque fois une trentaine de poèmes. Le premier livre, Aurore, évoque la jeunesse et l'idéal littéraire et politique de Hugo.
donc à la fois ses premiers émois amoureux, mais également la révolte contre les règles esthétiques de l'époque. Il va notamment renvoyer à tout ce qui s'est passé autour de la bataille d'Hernani, entre autres. Donc un premier livre qui évoque sa jeunesse, ses combats littéraires. Un deuxième livre, L'âme en fleurs, qui rassemble des poèmes d'amour, d'où ce titre lyrique, donc des poèmes adressés en particulier à Juliette Drouet, même si son nom n'est pas évoqué, n'est pas mentionné directement. Et enfin, donc, le troisième livre, Les luttes et les rêves, qui va concentrer tous les poèmes sur les combats politiques à travers la peinture de la misère et de la violence. Alors je dis concentré parce que dans les contemplations, il y a d'autres poèmes disséminés à travers d'autres livres sur cet aspect-là. Toute cette première partie est donc constituée des expériences personnelles, autobiographiques de Victor Hugo et nourrie également par une réflexion sur le monde et sur la présence du mal dans le monde, le mal incarné entre autres par la mort. Donc c'est une réflexion sur la volonté de Dieu lorsqu'il apporte la mort, lorsqu'il apporte la misère, et bien entendu le dernier livre, beaucoup plus sombre, annonce la rupture de 1843 avec la mort qui touche personnellement le poète. La deuxième partie s'ouvre sur le livre 4, qui est sans doute le plus célèbre évidemment des poèmes des contemplations, mais aussi sans doute le plus célèbre de toute l'œuvre de Victor Hugo. Ce livre comprend tous les poèmes écrits directement en lien avec la mort de Léopoldine. Le titre en latin signifie d'ailleurs « Quelques vers pour ma fille ». Donc ce livre 4, plus court que les autres, est aussi le plus poignant. Les deux livres qui suivent évoquent la difficile renaissance du poète, comment en quelque sorte il s'est remis en marche après la stupeur qui l'a pétrifié sur place avec la mort de sa fille. Le titre du dernier livre, Au bord de l'infini, montre cependant à quel point cette faille intérieure ne s'est jamais complètement refermée, à quel point tout ceci n'a jamais pu véritablement se terminer. Et à quel point donc cette douleur est toujours vivace. On voit ainsi que le recueil a été pensé par Victor Hugo d'une manière très précise, très organisée, mais on verra que l'ordre choisi et surtout les dates sont très importantes et significatives de ce que Victor Hugo lui-même voulait montrer avec ce recueil et qu'il définit dans sa préface.